Bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être venus pour cette soirée parmi les fêtes interconnectées. Donc merci aussi à Gaël et Margot de leur présence et à Agnieszka tout à l'heure pour sa dédicace. C'est une fête du coup qui est organisée par le mouvement Girl Code, c'est ça? Est-ce que vous pouvez en dire plus sur le mouvement, justement la collective, et sur les fêtes interconnectées de la bande dessinée Ok, je vais dérouler. Les fêtes interconnectées ont été organisées en réaction au Festival international de la bande dessinée. Donc vous remarquerez que ça fait FIBD et que Fête interconnectée de la bande dessinée, c'est aussi FIBD, ce n'est pas un hasard. Et donc, pourquoi cette réaction, pourquoi ce Girl Code? C'est tout simplement que ça fait plusieurs années que ça ne va pas entre les auteurs, autrices et l'organisation du Festival d'Angoulême. Je ne sais pas si je vais faire simple, mais je vais essayer de vous expliquer l'historique. Donc en 2007, l'organisation a été confiée à une société qui s'appelle 9e Art Plus. Donc, à la toute base, le Festival d'Angoulême a été organisé, je crois, 2-3 ans, en tout début, en 1974, quelque chose comme ça, par la ville d'Angoulême. Ensuite, ils ont refilé le bébé à une association qui s'est montée. Et l'association, vu l'ampleur que prenait le festival, a décidé de refiler, là aussi, l'organisation à une société, donc 9e Art Plus, dirigée par Franck Bondou. C'était en 2007. Franck Bondou est une personne ayant son caractère et plus ou moins à l'écoute des revendications des auteurs et des autrices. Donc, ce qui fait qu'il y a eu pas mal d'eau dans le gaz pendant pas mal de temps, notamment vis-à-vis des autrices, jusqu'en à peu près 2015-2016, où il n'y avait dans la liste, la shortlist pour voter pour le Grand Prix. Donc avant, il y avait une shortlist de 30 personnes et les auteurs votaient, et auteurs et autrices votaient pour une de ces personnes-là. Et à un moment, on a fait, bon, vous êtes bien gentils, mais on est en 2016, on aimerait bien avoir des femmes. Et Bondou a fait, bon, s'il n'y a pas de femmes reconnues, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà. Ça donne le bon sens. Ça va, on était ok. Bon, donc à partir de, en fait, vers 2015-2016, il y a eu la création du collectif BD Égalité, et ça a été une sorte, le Girls Code est dans cette continuité, dans cette énergie-là. Et il y a toujours eu plus ou moins un accaparement, pas forcément un accaparement, mais plutôt le fait de profiter de la petite fenêtre de tir médiatique du Festival d'Angoulême pour pouvoir parler des problèmes des auteurs et des autrices. Donc il y a eu en 2020 un autre mouvement qui s'appelle les auteurs-autrices en action, AAA, etc., etc. Et mais à chaque fois, on avait l'impression que le festival nous entendait pas forcément et ne faisait pas forcément non plus d'efforts pour aller dans le sens de l'amélioration d'un accueil pour les auteurs et autrices. Par exemple, ça peut paraître trivial, mais ça n'est pas tant que ça, c'est que au bout d'un moment, on devait faire la queue pour voir les expositions. Alors que quand on a juste 2 heures pour voir une expo et que la queue dure plus d'1 heure, c'est chiant, en fait. Et on a beau le dire, ils nous font, non, mais vous venez le mercredi, c'est la journée pro. Gars, l'éditeur m'invite du vendredi au dimanche. Je ne vais pas venir le mercredi. Donc, ils nous écoutaient. Sur plein de choses, ils nous écoutaient pas. Et vraiment, la petite cerise sur le gâteau, ça a été sa non-écoute et le fait qu'il ait viré tout simplement une personne, Chloé, de son équipe, qui est venue lui dire qu'elle avait subi de la VHSS et qui en fait il l'a viré, et ça n'a pas été acceptable. Et depuis, l'affaire a été révélée en janvier 2025 par Lucie Servin dans un article de l'Humanité.
Et ça a mis le feu aux poudres. Voilà. Et du coup, sont nées en contrepartie, du coup, les fêtes interconnectées pour... Tout à fait. Lorsque, à peu près vers mi-novembre, il y a vraiment eu le texte des 285 autrices qui ont dit non mais là on boycotte à la suite d'Anouk Ricard qui a fait de toute façon vous m'avez pas forcément bien accueilli, vous n'écoutez pas ce que dit votre employé, moi je boycotte. On a suivi en fait. Et plutôt que de ne rien faire, on a décidé de se réapproprier le festival, de se réapproprier ce moment-là et d'en profiter pour dire on va changer les choses, on va rajouter plus d'inclusivité parce que mine de rien le festival en manquait sacrément. Donc on espère réellement qu'en 2027, 2028, etc., ça sera beaucoup plus pris en compte. Et on l'espère. Et du coup, dans le cadre de ces fêtes interconnectées de la bande dessinée, vous avez aujourd'hui décidé toutes les deux de parler de l'IA générative avec nous. Margot, est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est l'IA générative pour les personnes qui peut-être ne savent pas? Bonjour à tous. L'IA générative, on va surtout parler spécifiquement du coup de celle qu'on appelle l'IA générative, qu'on différencie de l'IA, on va dire classique, qui peut être le deep learning pour aider pour des choses, on va dire les médicales, des choses comme ça. Là, l'IA générative, ça va être la génération de textes, d'images, de vidéos et de sons. Donc tous les logiciels comme Midjourney, comme ChatGPT aussi, qui est dirigé par OpenAI, qui maintenant peut aussi générer des images. Sora dernièrement pour la vidéo, il y a Suno maintenant pour le son, etc. Donc c'est tous ces problématiques-là donc de l'IA générative. On n'a pas taclé l'IA parce que l'IA existe depuis longtemps et qu'il y a des choses bien dans l'IA, mais voilà, c'est surtout l'IA générative. C'est surtout ce qui touche du coup le métier artistique, enfin, les milieux artistiques en général, que ce soit les textes, le son. Oui, en fait, tout ce qui est, en fait, c'est vraiment le fait qu'ils aient moissonné Internet, qu'ils aient une base de données immense pour pouvoir entraîner les IAG et qu'à partir de toutes ces bases de données pour lesquelles ils n'ont absolument pas eu d'accord, c'est bien le problème, et qui va produire je ne veux pas dire je veux pas dire œuvres parce que ce ne sont pas des œuvres, ce sont des produits. Ça suit sur la question que j'allais suivre juste après, du coup, la question des droits d'auteur, justement. Juste vu que l'IA, du coup, prend sur Internet tout ce qu'elle trouve, comment ça se passe au niveau des droits d'auteur? Est-ce qu'on a quelque chose On n'a pas été rémunéré, enfin, personne n'a été rémunéré. Là, il y a des accords dernièrement qui ont été faits avec Disney, je crois, pour essayer de négocier plutôt des sommes plutôt que des procès, en fait, parce que s'il y a procès, je pense que là, l'IA, enfin, OpenAI ou autre, vont plus se fermer. Donc, il y a eu des négociations, mais sinon, en fait, il y a eu aucune rémunération. Il y a même eu des preuves comme quoi Meta AI, donc qui est géré par Mark Zuckerberg, etc., ils ont volé les sites pirates pour les livres. Donc, il y a eu des millions de livres qui ont été aspirés dans les IA. Là, il y a encore d'autres preuves qui ont été faites, comme quoi on retrouve des phrases même toutes faites, issues de romans, etc., dans les IA. Donc, il n'y a eu aucune gestion du droit d'auteur. Et aussi, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que tout produit réalisé par l'IA n'est pas soumis au droit d'auteur. Donc, par contre, si vous faites une image sur l'IA, vous ne serez pas protégé dessus. Ouais. On va dire c'est la bonne nouvelle, mais bon, c'est pas non plus la bonne nouvelle. Oui, c'est pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que aux États-Unis, il y a une clause qui s'appelle le fair use, où en gros, ils peuvent scraper comme ils veulent, moissonner, mais tant qu'ils disent que c'est pour de la recherche, c'est ok. Mais à un moment, je crois que c'est en 2023. C'est là où tout a basculé et que je sais plus si c'est OpenAI ou l'autre. OpenAI, en fait, à la base, ils ont dit que c'était pour de la recherche parce qu'ils n'étaient pas à but lucratif. Ça a été une société, enfin, non, c'était pas du coup une société, c'était de la recherche pure et dure. Donc ils se sont dit, on va prendre le fair use, on va utiliser ça pour prendre vos données parce que c'est pour de la recherche. Il n'y aura pas de choses pécuniaires derrière, etc. Et en fait, en 2023, quand Sam Altman est revenu chez OpenAI, il a décidé d'en faire une société. Mais on va pas faire disparaître la base de données pour autant. Et du coup, on va générer de l'argent. C'est en général, en fait. Non. Et du coup, aussi en tant
en tant qu'artiste, vous, quels impacts, est-ce qu'il y a des impacts qui se répercutent directement sur votre travail ou... Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous, il y a des personnes qui viennent vous parler en vous parlant d'IA, en vous demandant justement, est-ce que vous utilisez l'IA ou, oui, eh ben, moi, par exemple, je sais pas si vous prenez des commissions, mais il y a certains artistes qui prennent des commissions et donc, du coup, dans l'échange pour savoir, qu'est-ce qui est attendu ou quoi, est-ce qu'il y a des gens qui viendraient, avec des images d'IA en disant, ben, j'aimerais bien quelque chose dans ce style-là. Est-ce que ça vous est arrivé? J'ai eu ça il y a un mois dernier. Ah oui. Des personnes que je ne citerai pas bien sûr m'ont proposé un projet, en plus officiel, donc c'est même pas une commission privée. Le projet était facilement imaginable, j'avais de suite des idées, il n'y avait pas de souci, et en fait ils ont fini par me montrer des images qu'ils avaient générées pour me montrer des exemples en fait. Et ils en étaient très contents, mais le pire, c'est qu'ils m'ont connu à cause de ma lutte contre l'IA. Bien sûr. Mais j'ai pas osé leur dire quoi que ce soit parce qu'en fait j'étais tellement sous le choc. Mais ça arrive de plus en plus et les gens ne voient pas le problème tant que pour eux il s'agit de recherche et pas du produit final en fait. Ouais. Comme si on faisait un mood board sur Pinterest ou des choses comme ça, ils se disent ah mais c'est des images, ça m'aide à visualiser, mais en fait ils se rendent pas compte que si on demande déjà à un artiste, bah il va visualiser la chose ou il va prendre le temps pour essayer de comprendre, etc. Et là en fait c'est comme si on nous mâchait un travail. Et en plus, on peut aussi les décevoir parce qu'ils vont avoir l'image en tête de ce qu'ils ont fait par IA, en disant ben, je veux ça, et au final, ben, ça sera jamais ce qu'on va faire. Donc, oui, du coup, ça. Après, heureusement, ils n'ont pas tenté de faire mon style en IA pour dire ah, regarde, c'est ce que je veux. Parce que, ça aurait été un peu abusé, je pense. que j'aurais fait un meurtre. C'est pas grave. Mais ça me fait penser du coup à l'exemple de Clair Obscur. Je sais pas si tout le monde est au courant de ce qui s'est passé dernièrement avec le jeu Clair Obscur Expédition 33. Mais dernièrement, lors d'une remise de prix, ils étaient censés donc rafler les prix. Et une personne a remarqué qu'il y a eu l'usage de l'IA dans certaines des frames. Ce que le producteur a dit, du coup, oui, effectivement, nous avons utilisé de l'IA. Mais en fait, ce qu'ils voulaient, c'était du coup l'utiliser comme base. Et après, ils ont tout retravaillé à la main. Et en fait, ce qui a été vu, c'est probablement des oublis. En vous voyant et tout, je me demande, est-ce que potentiellement, ça pourrait un jour vous venir à l'idée de, si jamais vous avez un blocage, de l'utiliser justement. Mais bon, après, avec la réponse de Margot, j'ai bien eu conscience que non. Non, parce que alors c'est vrai que ce qu'ils ont certainement fait, c'est ce qu'on appelle, enfin, en jeu vidéo, c'est vraiment de mettre des blocs, des trucs pour combler, avoir une première idée, ça, ouais. Et normalement, en second temps, on revient et on peaufine. Sauf que le jeu vidéo étant ce qu'il est et les productions étant ce qu'elles sont, ils ont pas eu le temps. Et il y a des oublis, c'est humain, c'est normal. Mais en fait, ce qui est assez dommage, c'est que ça fait un peu une espèce d'habituation à ça, au fait que on le voit, on fait ok. Et je viendrai sur la notion du good enough ou passable, se dire dans les par exemple les commanditaires, ils vont peut-être voir une image et comme ils n'ont pas forcément l'œil ou une certaine exigence, ça va être boah, ouais, ok, la main au second plan, il y a 6-7 doigts, personne ne verra, c'est passable, allez. Et je trouve que ça amène une certaine un abaissement d'une exigence qui est assez dommage en soi parce que non, un dessinateur, il aura essayé de faire du mieux qu'il peut, certainement, enfin dans le temps imparti et suivant la somme qu'on lui aura donnée. Évidemment. Mais cette question du good enough me travaille réellement en fait. Est-ce qu'on passe sur une espèce d'aplatissement, de banalisation, de trucs de ouais, worth. Et puis, c'est pareil sur par exemple les coloriages pour les enfants. Comme il faut de la masse et que c'est ce que fait l'IA, de la masse du produit. Bon, ça va, c'est pour les gamins de toute façon. Sauf que le gamin, ça va l'habituer à voir un truc pas terrible.
Et qu'est-ce que ça lui donne en référent, en fait? Oui, Voilà, je pose la question. tout à fait. Ça pose la question justement du le côté artistique, le sujet du beau justement. Ça aplatit tout. Oui. Ouais. Et surtout, il n'y a pas de, c'est pas l'amélioration, mais ça stagne aussi. En fait, il y a eu même des études qui l'ont dit récemment. Il n'y a pas d'innovation avec l'IA parce qu'elle ne fait que recracher ce qui existe, que pré-mâcher et refaire, on va dire en quelque sorte. Mais il n'y a pas de nouveaux styles émergents, il n'y a pas de nouvelle vraiment création en fait, parce qu'elle peut pas créer en fait. Elle va faire que ce qu'on lui dit de faire, mais au final, ça sera avec des images préexistantes. Donc, il n'y a pas de nouvelle création. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Gaëlle, mes éditeurs font des livres de coloriage pour enfants en IA, je le vois. On peut rien dire parce que c'est des choses qui sont faites en masse, qui vendent pas cher, etc. Et il y a aussi des journaux aussi qui font des images en IA, mais ils le voient pas parce que c'est des images achetées sur des sites de stock images, parce que c'est du stock en masse et en fait on regarde même plus en fait. Et c'est ça qui rend triste, c'est que au final on regarde même pas ce qu'on poste et on poste de l'image pour poster de l'image en fait. Et à trop vouloir poster d'image en fait, ça devient juste du contenu en fait. Bah, du coup, ouais, c'est l'une des plus grosses limites de l'IA générative. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres limites que de l'IA générative notamment, qui pourraient se former peut-être dans le temps? Alors, une des limites, entre guillemets, ça va être aussi le fait de demander, de confier, enfin pas confier ni demander, mais d'utiliser l'IAG pour produire des images, produire du son, et du coup, ça va être une perte de savoir-faire aussi au niveau des étudiants. Parce que il y a les seniors vont continuer à bosser jusqu'à un certain moment où ils seront plus forcément sur le marché, mais ensuite ils auront pas forcément formé de juniors parce que eux auront été remplacés ou ils auront appris à utiliser peut-être à devenir des techniciens en fait, à devenir des gens qui font juste de la retouche d'image parce que on leur fournit une base d'IA et on leur dit non mais là tu retouches un petit peu à la main qui a 6 doigts, maintenant ça existe plus trop, mais la main qui a 6 doigts tu en fais une main de 5 doigts, mais du coup ça fait que eux-mêmes n'auront pas forcément tout le savoir-faire, peut-être un autre savoir-faire, je sais pas, c'est à voir, mais ils auront pas forcément appris des seniors parce qu'on leur aura pas demandé. Et c'est aussi quelque chose sur lequel il faut être super attentif. Et du coup, en continuant sur le futur comme ça, est-ce que vous pensez, enfin, quelle vision, voire place, est-ce que vous pensez que ça va vraiment prendre une ampleur de plus en plus, ou est-ce qu'au contraire, peut-être ça pourrait se tasser, est-ce qu'on pourrait réussir à tasser en gros l'événement de l'IAGEN? J'ai toujours espoir que la bulle éclate, mais non, sinon on espère, même si là ça devient compliqué, parce que ça fait plus de 4 ans qu'on en parle, qu'il y a des procès depuis 4 ans, même bientôt 5 à force. À la base, on aurait voulu que ça soit régulé, en fait, qu'il y ait des lois, il y a des lois européennes qui ont été faites, l'European Act qui a été fait, mais c'est compliqué. Là, enfin, l'Europe va se renseigner sur Grok, parce que Grok déshabille les meufs. Mais pourquoi attendre ce genre d'événement alors qu'on le dit depuis 4-5 ans, en fait? Donc on espère qu'il y a la régulation, mais après, ce qui peut être effrayant pour moi, c'est que l'art devienne quelque chose d'élitiste, qu'on va réserver tout ce qui est IA pour des choses plus populaires, etc., et ce qui est déjà le cas, les affiches d'associations, les choses comme ça, et l'art va devenir quelque chose qu'on paye, en fait. Et moi, c'est pas comme ça que je vois l'art, en fait. C'est pas pour ça que je fais du dessin, c'est pas... Enfin, la culture est populaire et doit le rester, en fait, donc je sais pas. Gaëlle, je sais pas si Oui, en fait, c'est cette question de l'artisanat du luxe, en fait. On voit, et ça commence à arriver, en fait, on voit les grandes marques qui disent non, mais nous, on fait pas d'IA, du coup, on fait des superbes pubs faites à la main et tout. Et à côté de ça, voilà, Coca-Cola qui fait marque super populaire, qui en fait a pas besoin de montrer une certaine qualité parce que de toute façon du Coca elle en vend elle en a rien
voilà. C'est juste la marque, quoi. C'est vrai. Et pour le coup, ils n'ont pas besoin de faire des efforts, en fait. Et j'ai pas envie, exactement comme Margot, que il y ait ce gap entre l'artisanat ou l'art pour du luxe et les gens, le peuple, entre guillemets, qui se retrouve avec des choses faites parce qu'on estime que non, c'est bon, bof. Ça n'a pas vraiment de sens, tout ça, à part celui du capitalisme. Voilà, j'ai lancé le mot. Le mot est lancé. Est-ce que déjà l'une d'entre vous aussi aimerait rajouter quelque chose que actuellement je n'ai pas pensé? Alors, en fait, je vais être peut-être un peu plus technique, mais complètement. On est là pour ça aussi. Donc en fait, en ce moment, pour par exemple pour le droit d'auteur, je vais vraiment revenir dessus. Donc de base, il y a ce qu'on appelle je crois qu'elle date de 1856, c'est la Convention de Berne, qui dit en gros, si vous n'avez pas l'autorisation de l'auteur, vous n'utilisez pas. La base. Sauf que beaucoup de monde la contourne, dont c'est les fournisseurs d'IA, et il y a tout ce travail des European Act et l'UWC, l'European Writer Council, qui a travaillé là-dessus et qui propose en fait différentes choses. Notamment, il y avait toutes les questions d'opt-out, de pouvoir dire à son éditeur, non, là, moi, en tant qu'auteur et autrice, je dis, je ne veux pas que mon œuvre soit moissonnée. Et maintenant, il y a une proposition de loi de Rachida Dati sur le contraire, l'opt-in, donc de pouvoir dire de base, de toute façon, les œuvres ont été moissonnées, donc il faut réparation. Donc ça veut dire que ça vient sur le passé et le présent, et l'opt-out est plutôt sur le futur, de pouvoir dire aux éditeurs avant que ce soit moissonné, de dire non, je veux pas. Je ne veux pas. Donc ça, personnellement, je suis en train de travailler avec mes éditeurs à chaque fois, de leur demander dans les contrats que je signe, est-ce qu'il y a des clauses qu'on peut rajouter, comme quoi je refuse à ce que à un moment ou un autre vous exploitiez le catalogue et que vous le mettiez à disposition des fournisseurs. Et ça, je souhaite très sincèrement, et je veux que ce soit dans mes contrats. Et ce serait bien que ce soit dans tous les contrats. Mais... Tout à fait. Margot. Et pas que dans les contrats, d'ailleurs, quand on travaille avec des particuliers aussi, de leur dire de pas mettre nos travaux aussi potentiellement dans les IA, en fait. Tout à fait, oui. Mais bon, rien que de le mettre sur Pinterest, c'est nous le met dans l'IA, donc... Oui, surtout Pinterest, de plus en plus, il y a l'utilisation où il y a marqué la mention modifiée par l'IA. De plus en plus, ouais. Est-ce que Margot, tu voulais rajouter quelque chose, toi, peut-être, ou... Pas spécialement, là de suite. Là de suite, non. Est-ce que peut-être quelqu'un aurait une question dans le public Je sais qu'il y en a certains qui bossent avec des IA en local, où ils ont entraîné l'IA en local avec leurs propres dessins pour aller rapidement, par exemple sur les aplats de couleurs ou les choses comme ça. Mais c'est, moi j'aime bien ce principe-là quand c'est des IA en local en fait, quand on entraîne soi-même, s'aider soi-même. Mais après moi personnellement, l'IA générative ne m'intéresse pas dans mon processus créatif. Parce que la satisfaction de se débloquer quand on est bloqué pendant quelque temps sur un dessin ou sur une recherche ou quelque chose, on apprend beaucoup plus en fait que si on va demander autre chose. Et le plus pénible c'est les aplats, c'est sûr, mais au final des fois les aplats me font faire changer mon dessin en fait quand je fais quelque chose. Donc je sais pas si ça m'arrangerait de laisser faire cette étape-là à quelqu'un d'autre ou à une IA en fait. Mais, Donc l'IA générative est différente de l'IA entraînée en local. Alors non, en fait, on peut par exemple avoir des IA génératives locales, mais qu'on va entraîner
sur un serveur en local et que ça soit pas envoyé aux États-Unis, etc. En fait, il y a vraiment, par exemple, pour la prod de dessin animé, j'ai des connaissances qui ont travaillé là-dessus, qui disent bon bah voilà, les serveurs ils sont en France, à Paris par exemple, elles ont fait tout un workshop pour sensibiliser les étudiants à l'utilisation de l'IAG. Les étudiants les ont pas forcément bien accueillis au départ, mais comme elle leur disait, bah écoutez, de toute façon vous allez être uniquement sur vos propres dessins, c'est pour faire par exemple les in-between et pas forcément les frais, donc les dessins entre les moments clés. Et effectivement, pourquoi pas là-dessus, mais ce qui moi me révolte réellement, c'est le côté de l'utilisation, enfin le fait que ça complètement bafoue le droit d'auteur en fait, mais qu'à partir du moment, et c'est là où ça va être beaucoup plus difficile, c'est qu'à partir du moment où un artiste va décider de l'utiliser, donc on est sur de l'hybridation, et là effectivement j'ai un beaucoup plus nuancé, parce que tiens, est-ce que réellement bon bah non, si c'est vrai, mais pour moi si c'est vraiment en local et qu'il a utilisé ses propres dessins pour voir s'il y a des choses qui peuvent arriver, des accidents, des choses comme ça, ouais. Mais si c'est vraiment pour utiliser une base de données qui a été scrappée de quelqu'un d'autre et qu'on dise bon bah je veux dans le style de, ou non mais où on sait que les œuvres ont été complètement pillées, ouais, là ça me va pas en fait. En fait, ce que j'ai envie de surtout de pointer du doigt, ça va être le droit d'auteur, cette question-là réellement, et le fait d'avoir le droit d'auteur, le good enough en mode ça passe. Aussi, c'est vraiment pour moi ces thèmes-là sur lesquels il faut faire attention. Quelqu'un qui va chercher, qui va aller plus loin, qui va l'utiliser, qui va la modifier, qui va avoir quelque chose une démarche réellement. Comme tu viens de dire, en fait, l'IA générative ne vient pas de nulle part, elle a dû être entraînée. Donc, elle a dû être entraînée par, on va dire en résumé, le Sud global. Donc, c'est des gens qui ont été payés, on va dire même pas payés presque, quelques centimes pour entraîner l'IA et du coup voir beaucoup de données, des fois des données violentes, des choses comme ça, etc., pour l'entraîner. Donc, pour l'améliorer, etc. Donc, maintenant, nous-mêmes, les clients, enfin, vous qui êtes clients peut-être de ChatGPT Watch, c'est vous qui êtes les modérateurs, donc c'est vous qui entraînez l'IA aussi. Mais avant, au tout début, avant le lancement, c'était des gens très peu payés, etc. L'IA consomme beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité. Il y a des data centers qui sont construits de plus en plus, surtout aux États-Unis pour l'instant, qui polluent extrêmement les endroits où ils sont, et surtout ce sont des endroits où il y a des quartiers de personnes racisées, donc ce ne sont pas des quartiers UP, on va dire, où on met les data centers. Et de base, de toute manière, toutes ces entreprises-là sont tenues par des milliardaires qui ont quand même des problèmes éthiques de base. Donc ces IA sont très sexistes, sont très racistes. On va citer Grok pour le plus principal parce que c'est le plus logique quand on y pense. Mais ChatGPT est en train d'utiliser la base de données de Grokipédia, donc ça ne va pas être mieux. Les IA génératives de toutes ces entreprises-là ne sont pas neutres en fait. Elles sont entraînées sur une base de données précise et vont vous donner des choses précises et qui vont aller dans ce sens-là en fait de ces milliardaires-là. Donc c'est pas éthique, on le voit avec les déshabillements des personnes, voilà, des femmes sur Grok. On le voit aussi avec les deepfakes politiques. On le voit, les deepfakes que Trump aime beaucoup poster, les mannequins qui se font remplacer leur visage ou leur corps. Enfin, il y a beaucoup de problèmes éthiques et c'est aussi pour ça que c'est pas terrible. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas que les journaux de gauche utilisent l'IA. Voilà. Alors, je sais qu'aux États-Unis, il y a eu pas mal de gens qui ont été virés dans les studios d'anime. En France, voilà. À mon échelle, sur mon propre boulot, là, en tant qu'autrice de bande dessinée, non. Mais néanmoins, dans le secteur de l'animation,
évidemment, en jeu vidéo, pareil, oui, le constat, il est pas super cool. Hein. Là, moi, j'ai pas eu encore de contrat refusé à cause de ça, mais je vois mes propres éditeurs du coup sortir des livres en IA ou publier des artistes qui font de l'IA sans eux. Enfin, ils n'ont pas précisé qu'eux en faisaient, et ça se voit. Il y a de plus en plus de graphistes, d'illustrateurs qui témoignent de perte de contrat ou justement de contrats pour être correcteur d'IA aussi en graphiste et en traducteur. Du coup, il y a beaucoup de gens qui deviennent que techniciens en fait ou que correcteurs d'IA, mais ça va être de plus en plus en fait dans tous les cas. Oui, en fait, les traducteurs, c'est vraiment ceux qui se sont pris de plein fouet la première vague. C'est j'ai deux traductrices dans mon lieu de travail. Clairement, elles sont au chômage, je les vois peu, et elles sont en mode bah non, mais là je fais que de la correction d'IA, ça me fait chier parce que il y a pas de création. On leur demande de corriger le truc, alors que un texte, notamment les textes littéraires, mais je crois qu'au niveau littéraire, quoique non, je dis ça, il y a un gros dossier sur une certaine maison d'édition. Donc en fait non, ouais, et puis voilà, ça va, là aussi c'est de l'aplatissement, ça va être un des soucis, c'est que les bases sont beaucoup faites sur des bases anglo-saxonnes, donc ça va être aussi de la perte de richesse de langage. Il y a certaines langues qui sont pas du tout prises en compte dans les LLM. Moi, c'est beaucoup de perte de savoir. En fait, on espère surtout que cette part d'argent peut impliquer ce que je disais tout à l'heure, que la bulle éclate. Parce qu'en fait, c'est vraiment une bulle, c'est-à-dire que leur argent n'est que virtuel. C'est que des financements entre eux. Là, il y a la société de RAM, je ne sais plus le nom encore, qui a investi dans OpenAI, mais en fait, c'est un investissement en boucle. C'est-à-dire que OpenAI va investir chez eux, ils vont investir, et en fait, cet argent ne fait que tourner, et cet argent n'existe pas vraiment. Et donc nous, on va payer plus cher notre RAM, donc nos ordi, mais eux ne vont pas gagner d'argent vraiment, mais ça va entretenir une espèce de fausse bourse entre eux, etc. Et en fait, ils sont en perte, je sais plus de combien de milliards. OpenAI, mais depuis le début, en fait, ils ont jamais été rentables. Donc et c'est pour ça qu'en fait, on nous force aussi à fond tout le temps l'utilisation de l'IA. J'avais lu un article qui montrait très bien comment l'expérience utilisateur UI UX était de plus en plus faite pour que on l'utilise, qu'on le veuille ou non. Moi là sur mon smartphone, mais j'en peux plus, sincèrement. Je suis là, non, Gemini, non, te lance pas là tout de suite, je te désactive, je veux t'enlever. Et on n'a plus le choix, en fait. C'est assez dingue. Et je pense sincèrement qu'ils attendent et qu'ils ne veulent qu'une seule chose, c'est une acceptation globale par la population de la situation, de l'usage, alors qu'au final, enfin, de tout ce qu'on a dit, à part effectivement, parce que ce dont on discutait, peut-être les utilisations sur des petits modèles d'IA et pas les larges, les LLM, sur des choses vraiment très spécifiques et etc. Moi, j'arrive pas à voir plutôt ce qu'on peut en retirer réellement, à part l'impression qu'on nous gave à marche forcée. Alors, moi, j'ai juste l'impression qu'il y a une espèce de bon, on le voit pas. Enfin, je sais pas si c'est toujours une bonne chose de prendre l'exemple personnel, mais on m'a envoyé une vidéo. Je fais, c'est l'IA, on m'en envoie pas. Enfin, et on fait, ah, mais je le vois pas. Tu m'as envoyé une vidéo de Trump en train de se faire couper les cheveux, tu le vois pas. Et en fait, c'est juste que c'est en train de passer en sous-marin une espèce d'acceptation totale, et que si on n'arrive pas à faire de la pédagogie, si on dit pas aux gens non, attention, et si on rappelle pas un peu tout le temps ce qu'on vient de dire, notamment sur le côté éthique, écologique, etc., bah, tout le monde est tellement dans le nez dans le quotidien
que de toute façon c'est ce qu'on appelle le slop, c'est le truc qui est consommé vite fait, qui ne prend même pas 10 secondes, on le regarde 2 secondes en faisant ouais c'est rigolo, ah j'ai oublié, c'était quoi déjà. Et voilà, en fait, c'est qu'il y a une telle consommation de production de contenu que à un moment non, ça se voit pas, pour moi on est gavé. Moi, j'ai l'impression que les gens se sont peut-être lassés de l'image ou vont commencer à dire qu'ils en ont marre de voir des images et autres. Mais par contre, je remarque qu'il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser ChatGPT au quotidien, en fait, mais pour des tâches, ou qui vont utiliser ChatGPT pour faire les recherches, au lieu d'aller sur Google pour faire une recherche basique ou sur Wikipédia, ils vont passer par ChatGPT. Et je trouve ça un peu aberrant, parce que pour moi, c'est comme si on se rajoutait un truc à faire en plus, alors que, je sais pas, un site internet, c'est très bien, et que, etc. Et du coup, il y a aussi un autre danger lié avec ça, c'est que les gens ne vont plus sur les sites internet. Du coup, les revenus de tout ce qui est site internet, tout ce qui est blog est en chute libre. Mais du coup, tous ces gens-là, s'ils ne postent plus, il n'y aura plus de contenu sur ChatGPT aussi, parce qu'il n'y aura plus de quoi aspirer. Donc, c'est un peu une espèce de boucle infernale aussi là-dessus. Et moi, j'ai beaucoup plus peur des gens qui font toute leur vie ou tout leur choix de vie via ça, en fait. Parce que là, ça devient un peu plus dangereux. Oui, c'est pas votre psy, c'est un LLM. C'est de l'algorithme, c'est pas, en fait, je parlais du UX. Ça fait des années qu'on est habitué au chat, à au design du chat, de comment ça se passe, des 3 petits points qui arrivent et qui nous créent de la dopamine en mode qu'est-ce que l'autre va me répondre, et on est habitué à ça, et en fait comme ils ont repris cette façon de faire de chat, on a l'impression que ça va être quelqu'un qui va nous répondre, et qu'en plus, comme on connaît pas forcément qui est derrière, il y a un côté jeu. Donc ça va jouer sur notre envie de remettre une pièce dans la machine, de savoir qu'est-ce que l'autre va répondre, l'autre étant un algorithme, des maths, des données, qui en fait fait de la statistique. Ce n'est pas une personne. Je pense que réellement, il faut que tout le monde ait bien ça en tête. Ce sont des stats de l'algorithme. Et des gens qui vont faire, qui vont discuter et vont dire oui, mais non, mais il y a une conscience. Non. Et moi, ça me fait peur, en fait, quelque part. Et de voir des chatbots de telle personnalité, voilà, ça aussi. Alors, désolée, Vas-y. je roule. Mais par exemple, les musées qui vont dire ah bah tiens, on va utiliser l'image de Salvador Dali et vous allez pouvoir discuter avec Salvador Dali. Posez-lui des questions à Salvador ou à Léonard de Vinci. Plutôt Salvador Dali, vu qu'il y a aussi sa voix qui a été enregistrée, donc ils ont dû utiliser la voix de Salvador Dali pour faire passer. Ou par exemple des personnes guides touristiques dont l'image, la voix, etc. va être utilisée après leur mort pour faire un truc un peu sympa dans une mine dans un musée de mines dans le nord de la France. Ma question était, mais les petits enfants de ces personnes-là, elles le vivent comment, en fait? Le fait de vouloir utiliser l'image de Salvador Dali, la voix de Salvador Dali, pour faire un truc soi-disant interactif, un peu rigolo, un peu fun. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça amène comme question éthique par derrière de vouloir faire revivre des morts? Ils ont laissé des témoignages vidéo, ils ont laissé des écrits. Très bien. Ne faisons pas quelque chose de faussement nouveau, en fait. On peut les réinterpréter avec nos voix, nos façons de faire, mais c'est quoi ces espèces de zombies pour pouvoir générer de la thune ensuite aussi. Et waouh, c'est vraiment super bizarre en fait. Et d'en faire la promotion et d'en être super fier, ça me paraissait mais aberrant quand on me l'a présenté. Oui, mais ça repose une question éthique à nouveau. Non, en fait, on ne ressort pas les morts, on ne déterre pas les morts juste pour le cul, pour le divertissement, en fait. Oui.
Et j'en suis à deux doigts de me dire, est-ce que dans mon testament, il va pas falloir que je mette mais sincèrement, dans mon testament, je mets une clause, ne jamais utiliser mon image, ma voix, mes données biométriques. Bisous. J'aime bien le petit bisou. Je t'avais dit une fois en chat, on ferait pas une espèce de photostock avec validation en mode, on fait une charte, on dit c'est du 100% humain, et si vous venez prendre ces photostocks, par exemple une base de données de dessin où chaque artiste pourrait avoir sa page en disant bon bah voilà les petits clip art et les petits machins que utilisent des bibliothèques, des trucs et tout, et vous êtes sûr que c'est fait par un humain et vous financez de l'humain, et on fait une espèce de... On fait ça, quoi. Cette base de données, cette base d'images, ça pourrait être ça. Là, je sais qu'il y a des artistes qui ont commencé des auteurs de bande dessinée qui ont commencé à faire un label humain. C'est-à-dire 100% humain, voilà. Il y a le collectif des illustrateurs de jeux de société aussi, qui s'est monté il y a pas si longtemps, et pour rentrer dedans, il faut signer une charte, comme quoi on n'utilise pas l'IA, etc. Après, comme solution, alors pour les associations qui n'ont pas de budget à cause du ministère de la Culture, moi ce que je propose à chaque fois, c'est les sites d'images libres de droit. Tous les musées internationaux proposent des sites avec des images HD de je ne sais pas, du Moyen-Âge jusqu'à 1900, de super qualité pour faire des affiches, de pas faire des affiches pour tout aussi, parce qu'au final, des fois, on n'a pas besoin d'affiches, on n'a pas besoin de posts non plus avec des images. Et après, pour les budgets ou autres, je propose qu'on se syndique, qu'on aille râler auprès du ministère de la Culture qui nous coupe les budgets encore. Et pour légiférer aussi, il faut qu'on soit ensemble. En fait, il faut essayer de rester dans les syndicats, de faire des choses comme ça et de... Voilà. on a des interrogats avec des groupes de travail sur l'IA, avec des groupes de travail sur les revenus, sur la quantité de revenus, des choses comme ça. Et malheureusement, en fait, on est arrivé à un stade maintenant où pour la légiférer, ou pour faire des choses comme ça, il faut aller plus haut, en fait. Mais par contre, pour l'association, des fois, il y a des trucs à faire, des échanges aussi, de retrouver aussi le local, de bosser, par exemple, avec une association, mais en échange, elle va nous payer moins cher, mais on aura d'autres choses, pas du troc, mais d'essayer de trouver l'espèce de communauté, le local aussi, bosser avec des groupes de musique locaux, on va leur faire leur com et eux en échange, on aura un pourcentage. Enfin, il y a des espèces de trucs où en petit, on peut arriver à faire des choses, mais par contre, ça va concerner que des petits artistes où vraiment le local et pas des trucs énormes, quoi. Donc c'est compliqué de trouver des solutions. Ou sinon de faire des tribunes. Écoutez, on en a fait une contre la mairie de Montpellier, ça a marché aussi. Mais en fait, voilà, c'est qu'on n'est pas tout seul et se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Voilà. On se pose la même question maintenant, mais pour les écoles c'est chaud, hein. On a des amis qui sont profs et soit qui perdent leur travail, soit qui râlent parce qu'il y a de l'IA de plus en plus, et ça, je plains les étudiants qui payent je ne sais pas combien l'année pour pouvoir avoir des formations sur comment utiliser l'IA, en fait. En mode, venez, payez 3 fois 5 000 € minimum et pour apprendre à pas faire votre métier. Mais là, c'est compliqué, quoi. En fait, j'ai envie de dire, on a besoin de ce qui est humain. Enfin, on a besoin d'art, on a besoin de ce qui est humain. Et en fait, malgré tout, faut pas baisser les bras. Mais je suis désolée, c'est pas une solution, quoi. C'est juste baisser pas les bras et essayer d'en parler entre vous, de faire du lien et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'absolument les écoles, le service pédagogique, je sais plus, essaye absolument de faire ça. Mais après, ouais, c'est difficile. J'allais dire, l'IA de toute façon est arrivée, on lui a déroulé le tapis rouge en fait, parce qu'on se rend plus compte du temps qu'on prend. Les gens ne voient que le produit fini, ne se rendent pas compte du temps derrière, de la création, que ce soit pour le dessin, pour le texte, pour tout en fait. Et comme on veut du contenu instantané, du coup, ben oui, on cherche la rapidité, etc. Là, par exemple, l'IA, même en local que tu disais pour l'animation, au final, c'est juste pour du productivisme en fait, c'est pour essayer de gagner du temps, c'est pas pour
parce que la tâche est ingrate, c'est juste parce qu'on veut que vous alliez plus vite en fait. Et c'est pour ça que même si mes aplats ça me fait chier, que c'est long, ben je les fais parce que ça fait partie du process. Moi je sais que du coup j'aime beaucoup poster le process, des croquis, des recherches, dessiner sur Twitch aussi, donc faire du live pour montrer combien de temps ça prend, etc. Parce que les gens oublient en fait que un film ça va être des mois de post-production à chercher, à faire du casting, etc. Et après des mois de donc pré-production et post-production, bref. Et après des mois, c'est extrêmement long en fait, et on oublie la longueur des choses, mais c'est compliqué. Là, je disais, je sais pas si vous étiez là au début, mais j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit, on veut ça, en me montrant des images faites en IA. Et il y a le côté, ils vont penser que ça va être rapide à faire, et il y a le côté aussi déception que si on le fait, ça va pas ressembler à leur produit fini en IA, et il y aura un côté un peu pas déception, mais une attente différente en fait. Donc c'est compliqué et je pense que malheureusement ça va arriver de plus en plus, que ce soit pour les clients particuliers ou même les entreprises du coup, où il y aura un aspect non mais c'est pour la recherche. Voilà. Là le mec du Baldur's Gate a dit d'ailleurs qu'ils vont utiliser l'IA chez eux pour faire la recherche. Je sais pas, la recherche il y a aussi regarder d'autres choses derrière, etc. Enfin je sais pas mais oui, moi je vis avec quelqu'un qui travaille donc dans une boîte de jeux vidéo ici. Et son DA lui fournit des fois des recherches IA et en fait l'ensemble de l'équipe fait et puis ils font leur truc dans leur coin et c'est vachement mieux. En fait, c'est oui bon t'as fait ton truc, oui ça donne vraiment une direction, ok, mais au final non il y a un côté je pense que vraiment être sur du ping-pong, du dialogue, d'aller chercher en fait ce que le client veut en discutant avec lui, en lui disant bon voilà là dans le cas du travail en équipe, ça va être les synergies de chacun, de tiens machin a telle référence, celui-là il a telle autre, il va penser à ça, il a tel vécu, etc. Ça va permettre de créer une énergie que on aura difficilement autrement en fait que par le dialogue. Donc je pense que il faut faire très attention à tout ça. En tout cas, et que oui, on va être en concurrence, mais ce qu'on apporte réellement, c'est un savoir-faire, c'est une expertise, ça va être parfois des pas de côté, ça va être aussi un accompagnement, de faire sortir un peu plus loin l'idée et d'aller la pousser. Donc je pense que vraiment, on peut se baser sur ça en disant oui, peut-être que je suis plus chère, mais moi je vais pouvoir aller plus loin et vous amener autre chose. Et vous voulez ça, mais regardez, peut-être que ça, un peu modifié, et ce que je vais vous apporter est tel accompagnement sur la longueur, dans 1 an, 2 ans, etc. Ça va être ça ma plus-value. Et il faut le mettre en avant. Je sais que moi j'ai de plus en plus envie de faire du tradi aussi et de mettre la main à la pâte. Mais après il y a le côté tradi, moi ce qui me dérangerait, c'est que ça va rajouter un prix en fait. C'est que l'art numérique, moi je sais que je fais mes BD en numérique, etc. parce qu'il y a gain de temps et que c'est moins coûteux à faire aussi parce que le tradi, il faut acheter le papier, il faut acheter le matériel, etc. Donc vendre des œuvres traditionnelles, c'est un peu plus cher aussi. Donc ça rejoint un peu le côté, est-ce qu'on veut faire de l'art pour beaucoup de gens ou est-ce qu'on veut faire de l'art un peu plus élitiste, etc. aussi derrière, quoi. Mais peut-être aussi qu'il y a le côté, je sais qu'on est plusieurs, enfin dans la Hagercote, elles sont plusieurs à faire des ateliers. Il y a le côté aussi retrouver des contacts avec les gens directement, donc faire soit des dédicaces comme on fait là, mais soit aussi faire des ateliers avec des enfants, des choses comme ça pour leur montrer ce que c'est vraiment dessiner, ce que c'est écrire, etc. Donc il y a aussi des bons côtés là-dedans aussi, quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez peut-être un petit dernier truc à rajouter ou tu voulais qu'on parle de la tribune de Montpellier, juste on peut la mentionner, ouais. En juillet dernier, juin, mais oui, mais non, en mai, c'était quand il avait dit sanctuariser tout la Oui, c'est suite à cette interview-là où on a commencé la mairie de Montpellier a fait
une grande affiche, on va dire, en IA, enfin commandée à une agence, mais avec de l'IA, plus quelques affiches, mais par les théâtres ou les associations de la mairie de Montpellier. Donc on a fait une tribune qui a été signée par plus de 500 personnes, et on a été reçus à la mairie. Et je voulais juste en parler pour dire que ce genre d'action peut marcher aussi, parce que suite à ça, la mairie donc du coup nous a reçus et a promis d'avoir signé une charte de non-utilisation d'IA par eux, mais aussi par leurs prestataires. Donc, ou alors s'il y a de l'IA à un moment donné dans le process, que ça soit noté et que ça soit transparent tout le long, en fait. En tout cas, c'est garanti que c'est pas un visuel à 100%. Voilà. Voilà, alors ça engage gentiment. Mais pour dire que c'est pour ça que je parlais que le collectif, le local, de faire communauté peut fonctionner parce que ce genre d'action fonctionne, en fait. Et voilà. Et ça a donné des idées aux autoristes de Lille et de Rouen. C'est ça. La tribune a été reprise en partie par d'autres villes, encore des socialistes, qui ont utilisé de l'IA. Donc surtout là, il y a Rouen, Lille. Rouen, ils ont été reçus par la mairie en plus, je crois. Lille, pas encore. Mais et Angoulême aussi, mais oui. Ça c'est par rapport à une société un peu spéciale sur le territoire angoumoisin. Voilà. Vous pouvez retrouver Margot du coup et Ikaël avec leurs ouvrages pour les acheter, les dédicacer et puis échanger avec elles aussi au sujet de leurs œuvres et plus encore. Voilà. Et je vous remercie encore à vous tous d'avoir participé, d'être venus et merci à nouveau à Margot et à Ikaël. Merci.